Le mot grec, mathématique, signifie les choses qu'on enseigne, connaître, apprendre. Avant les Grecs, un peu de Babylone, un peu d'Égypte. Entre les Grecs et nous, des traducteurs, des transmetteurs du savoir grec, oubliés pendant près de 1000 ans. Cela, c'est ce que racontent nos manuels d'histoire. Ce discours n'est pas celui tenu par les Chinois, par les Indiens ou par les Arabes. Qu'en est-il ? Il suffit que vous examiniez quelques chapitres ou quelques morceaux de science. Et là, vous vous apercevez par exemple que le chiffre est indien, que l'algorithme est arabe, que le papier date de l'époque perse et syriaque, et que la boussole chinoise. Et vous voyez donc que si vous prenez un petit morceau de magnétisme ou d'électricité, vous allez tout d'un coup avoir une page qui contient les 5 ou 6 paternités. L'histoire depuis la nuit des temps relate des voyages de savants, le voyage par exemple des mages derrière l'étoile pour la naissance de Jésus-Christ, le voyage des savants grecs, le voyage des explorateurs. Un certain Pythéas de Marseille part de Marseille, reconnaît l'île d'Ouessant et va jusque vers la Finlande, le voyage d'Ulysse, le voyage de Gilgamesh, mais aussi beaucoup plus récemment le voyage de Darwin avec le Beagle, le voyage de tous les naturalistes dans les Andes ou dans l'Himalaya, le voyage de tous les explorateurs, les voyages racontés par Jules Verne au XIXe siècle, bien entendu, le voyage de Marco Polo qui résume la totalité de ses voyages. Marco Polo, pourquoi? Parce qu'il passait dans les pays arabes, indiens, chinois, il revenait, et donc il traversait par la route de la soie ou une route équivalente l'ensemble des pays où justement toutes ces sciences se sont formées, qui par la suite ont donné lieu à ce que nous appelons aujourd'hui la science universelle. Venise, 1324. 1000 morceaux d'étoffe, 1000 couleurs, 1000 fils de soie forment ce tissu d'arlequin que porte un comédien sur les planches d'un théâtre forain où se joue une pièce de la Commedia dell'arte. C'est une carte faite de 1000 pays dont les bords tracent une route imaginaire, la route de la soie, la route de la science. La science a métissé le monde. Partout dans le monde, la science est la même aujourd'hui. Il n'en a pas toujours été ainsi. La science, les scientifiques, n'ont jamais cessé de voyager. Ils ont métissé la planète. L'immense mélange, l'immense brassage, l'immense métissage, comme ce costume d'arlequin fait de 1000 morceaux. Ce costume ressemble à un puzzle, il ressemble au monde. Il est la légende du monde. La pièce qui va se jouer, celle annoncée par l'Arlequin, est l'histoire d'un marchand de mensonges. C'est ce que crie l'Arlequin aux passants, un marchand, un tissu de mensonges, un conte, une légende, Marco Polo. Voici la première carte du monde. L'Amérique est à l'extrême droite, l'Europe à l'extrême gauche. Les noms de villes, de fleuves, d'océans, de pays sont écrits en caractères chinois. Ce qui est au centre de la carte, c'est la Chine, l'empire du milieu, la Chine millénaire, la Chine qui a tout inventé, dans le passé le plus lointain des hommes, la boussole, la poudre à canon pour les inventions les plus légendaires, mais aussi l'astronomie, la médecine, les mathématiques, civilisation du fleuve jaune. Les terres et les mers ont glissé, le centre s'est légèrement déplacé, le continent indien est au centre.
L'Inde, la médecine millénaire, les mathématiques millénaires, les Védas qui en témoignent, l'invention du zéro qui est la naissance même de l'algèbre, les calculs indiens jusqu'à 10 à la puissance 23, civilisation de la vallée de l'Indus. Les cartes se déplacent et avec elles le centre du savoir. Où est le centre? Où est le centre du savoir? En Chine, en Inde, quelque part en Perse, en Arabie, dans l'actuel Ouzbékistan? Au centre de la carte, l'Iran actuel. C'est le monde arabo-islamique. Il va de Tolède en Espagne jusqu'à Lahore, au nord de l'Inde. Les Arabes inventent l'algèbre, la numérotation, rédigent les tables tolédanes, connaissent l'orbite de Mercure, mais aussi le nombre pi jusqu'à la 16e décimale, et la médecine, et la chirurgie, et la physique, civilisation du Tigre, de l'Euphrate, de l'Amou Daria. L'immense puzzle est là sous nos yeux, flottant dans l'espace, la Terre tourne. Le jour vient d'un côté, la nuit va de l'autre. Du sud-ouest du Yémen au nord-est de la Mandchourie, de la mer Rouge aux sources du fleuve Amour, la route de la science emprunte la route de la soie, celle de Marco Polo. Du royaume de Saba à l'empire mandchou, voici le voyage qui nous emmène d'Arabie en Inde, puis en Chine. Le voilà le voyage qui raconte la légende des sciences. Il faut traverser l'Arabie et remonter le cours du temps, le cours des terres, prendre la route qui part vers Bagdad. Là, nous arrivons à une bifurcation. La fourche va vers l'Occident d'un côté, vers l'Orient de l'autre. Nous partons vers le soleil levant. Voici Ispahan. Une autre bifurcation. Il y a là deux routes. L'une qui part vers la Moudaria, Samarcande, Tashkent, l'autre vers le nord de l'Inde, Hérat, Islamabad. Puis elle suit le cours du Gange, Bénarès, Calcutta. Elle se jette dans le golfe du Bengale. Voici les rivages de Rangoon, puis en remontant vers Hanoï, voici Canton, puis Shanghai, Pékin, la Mandchourie. D'Ispahan, une autre route part vers le nord-est. Elle traverse le désert de Gobi, puis le nord de la Chine, Dunhuang, Boumei, Lanzhou, Tian. Voici les rivages de la mer Jaune. S'il en va de la soie comme de la science, leurs routes sont les mêmes dans le temps et dans l'espace, et le héros figuré de cette légende est Marco Polo. Voici une usine dans la banlieue d'Anzhou, au sud de Shanghai. Des milliers de petites boules blanches feutrées glissent le long de plans inclinés, sous le regard attentif de dizaines d'ouvrières chinoises. Des cocons de verre à soie. Ils se déroulent pour former des fils qui courent sur des métiers à tisser, entrant et sortant dans des bacs de couleurs, des fils de soie. Ils se mélangent, matières et couleurs deviennent tissus, soieries. Le livre de Marco Polo s'ouvre sur une légende, le devisement du monde, ou le livre des merveilles. Première carte, première légende, le Cathay, Marco Polo, la Chine. Le jour se lève sur l'empire du milieu, sur cette arête de pierre que l'on voit depuis l'espace distinctement, comme les chaînes de l'Himalaya ou de la cordillère des Andes. C'est la muraille de Chine. On la voit se profiler sur les crêtes des montagnes à perte de vue, le mur de l'immense empire civilisé et solitaire. Le plus ancien pont à arches segmentaires connu dans l'histoire de toutes les civilisations est chinois. Le pont Anji de Lichun, à Zhaodian, dans la province de Hebei. Nous sommes en 610 après Jésus-Christ. L'eau coule emportant des jonques, des remorqueurs, sur cet affluent qui se jette dans le fleuve jaune, celui qui traverse la Chine jusqu'au Turkestan. L'eau, les canaux, l'hydraulique a toujours préoccupé les Chinois qui voulaient irriguer les terres sèches du nord et du nord-ouest de la Chine. En suivant les embarcations le long du fleuve, nous arrivons à une écluse. Les portes s'ouvrent et laissent passer l'eau, d'un niveau à un autre, de bas en haut, de haut en bas. Les Chinois ont inventé l'écluse.
C'est une horloge, une gigantesque horloge astronomique, construite au palais impérial de Kaifeng, dans la province de Honan. Une roue hydraulique mettait en rotation un globe céleste, une sphère armillaire et une série très élaborée d'engrenages qui annonçaient l'heure. Cette sphère constituait ainsi le premier de ces mécanismes d'horlogerie qu'on utilise aujourd'hui dans nos télescopes. C'est une carte du ciel. Les étoiles y sont reliées par des traits qui forment des dessins, des constellations. Elle date de l'an 1000. Elle serait la reproduction d'une carte beaucoup plus ancienne, datant de 2000 ans avant notre ère. Ou cette carapace de tortue. Sur les cailles peintes, on distingue des points reliés par des traits. Il y a des caractères chinois près de chaque dessin formé, des noms de constellations. On peut reconnaître Orion ou la Grande Ourse. Sur les cailles de tortue, il y a le ciel chinois. L'observation précise et inlassable est une pierre angulaire de la science. Les Chinois compilaient, notaient tous les événements qu'ils observaient dans le ciel. Catalogue d'étoiles, de comètes, d'éclipses, de nébuleuses, de novas. Longue liste d'objets célestes nommés de cette écriture verticale qui semble vouloir relier le ciel et la terre. Ils pratiquèrent peu l'astronomie planétaire et peu l'explication du monde où les Grecs excellèrent. Cela procura aux Chinois des avantages. Ils ne se laissèrent jamais séduire par le cercle en tant que figure géométrique et ne furent donc jamais prisonniers des sphères concentriques comme ce fut le cas pour l'Occident jusqu'à Kepler. Les calculs faits à l'époque Tang au 8e siècle après Jésus-Christ avaient daté les événements anciens jusqu'à 100 millions d'années en arrière. L'astronome Yi Xing, vers 724 après Jésus-Christ, fait remonter la date de la première conjonction astronomique observée à 96 961 740 années. Ce sont les Chinois qui établirent au 7e siècle de notre ère le principe Chang'e, selon lequel les queues de comètes se dirigent à l'opposé du Soleil. Voici une comète, elle traverse le ciel. Voici des gravures qui montrent un voyage, une expédition, dirigée par l'astronome du roi Nangongwei au 8e siècle de notre ère. L'étude d'un arc de méridien, mesure géodésique couvrant une ligne de près de 2500 km, s'étendant de l'Indochine jusqu'aux frontières de la Mongolie. Une route traverse cet arc de méridien, la route de la soie, la route prise par Marco Polo. Nous sommes au nord de la Chine, près des rives du fleuve Amour. Il y a des textes chinois, Hangying, qui font état de la structure hexagonale des flocons de neige, 1300 ans avant Kepler en Occident. Quand nous cherchons le principe du processus de l'ensemencement des nuages, en comparant les cristaux de neige avec ceux des différents sels et minéraux, nous le trouvons dans les observations précises faites par Zhuxi au XIIe siècle de notre ère. Voici une centrale nucléaire. Voici la chambre des machines d'un sous-marin. Ce sont des laboratoires scientifiques. Dans ces lieux inventés par la science où la nature est soumise à une observation exacte, nous voyons des murs couverts de cadrans et d'aiguilles qui donnent des informations. Le premier appareil à cadran et à aiguille fut la boussole magnétique. Il est chinois. C'est un véritable morceau d'aimant taillé suivant la forme de la cuillère du Nord, la Grande Ourse. C'est la première boussole connue, 105 après Jésus-Christ. Les Grecs savaient que l'ambre, quand il est frotté, attire la paille et qu'une pierre qu'on trouve en Asie mineure, à Magnésie, ville de Turquie, attire le fer. Découverte chinoise, si loin de la Chine. Les Grecs ne donnaient aucune importance à de tels faits, qu'ils croyaient triviaux. Le ciel leur faisait une trop grande impression. Des petits morceaux de paille ou des fragments de fer ne pouvaient leur provoquer qu'un amusement sans conséquence. Pas les Chinois. La science du ciel pour les Chinois commence par l'établissement de sa carte, cartographier le ciel. Le ciel pour eux était le modèle de la société chinoise.
il s'agissait de reproduire le ciel sur la Terre. Une étoile fixe, l'étoile polaire, l'empereur, et tout autour, tournant autour d'elle, autour de lui, des cercles d'étoiles mobiles, les castes de la société chinoise. Voici la polaire, voici les cercles. Qu'un événement vienne déranger cet aspect immuable du ciel, comète, éclipse, nova, et c'est le signe d'un événement qui aura lieu sur la Terre. Le ciel est en avance sur la Terre. L'observer nuit après nuit, c'est connaître l'avenir du monde, c'est connaître l'avenir de la Chine. Pour observer les étoiles nuit après nuit, il faut rester fixe, regarder longtemps la même région du ciel. Comment faire alors que la Terre tourne ? Tourner dans l'autre sens. Le télescope est fixé sur une monture qui permet de suivre le mouvement apparent des étoiles et qui donne en fait au télescope un mouvement très précisément inverse de celui de la rotation de la Terre. C'est ici, à Danfeng, littéralement au centre de la Chine, au centre du monde, que l'astronome Guo Shujing inventa ce mécanisme d'horlogerie qu'on utilise aujourd'hui dans nos télescopes, la monture équatoriale. La nuit vient sur l'observatoire de la montagne pourpre à Nankin. On reconnaît la Grande Ourse. La Grande Ourse, non. Nous sommes en Chine, et pour les Chinois, cette constellation a la forme d'une cuillère, la cuillère du Nord. Le manche de la cuillère indique le Sud. Des corps humains sont dessinés sur des panneaux accrochés au mur. Nous sommes chez un médecin, un acupuncteur, Axian. Les corps sont constellés de points d'acupuncture. La méthode de l'acupuncture est sous-tendue par l'analogie entre le ciel et la terre. 12 lignes correspondant aux 12 mois de l'année sont décrites pour le corps. Dans ces lignes circule une énergie vitale suivant le rythme du yin et du yang. Sur ces lignes sont placés 365 points, autant que les jours de l'année. À un dérèglement localisé correspond un point précis où il s'agira d'apporter ou de drainer de l'énergie. L'aiguille d'acupuncture représente l'axe du monde, reliant le ciel et la terre. Elle met en rapport le microcosme et le macrocosme, pour que le rythme perturbé de l'un se rétablisse en référence à l'autre. L'invention du papier en l'an 105 par Cai Lun, eunuque secrétaire particulier de l'empereur. L'invention de l'imprimerie, l'invention de l'horloge, l'invention du sismographe en l'an 130 de notre ère par Zhang Heng. Et les sciences géographiques et cartographiques, ou géologiques et météorologiques, les Chinois utilisaient des méthodes de relevé précises qui leur permettaient l'établissement de cartes en relief. Ou encore, dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois pouvaient énoncer n'importe quel nombre, si grand soit-il, en n'utilisant que 9 signes. Les mathématiques chinoises développant la tradition babylonienne furent fondamentalement algébriques et arithmétiques. On doit aux Chinois des concepts et des méthodes tels que le calcul de la valeur décimale, les fractions, les nombres négatifs. On calcula très tôt en Chine des valeurs très précises de pi, ainsi que les racines des grandes puissances. Mais on le dit aussi des Indiens, des Arabes, des Grecs. Pas de science occidentale, pas de science sans la Chine. Que font les Chinois de ces découvertes accumulées? Que font-ils de ces découvertes qui, quand elles déferleront en Occident, changeront le cours de l'histoire? Il faut imaginer, par exemple, ou représenter les grands fleuves du Grand Nord, comme le Mackenzie en Alaska ou l'Amour en Sibérie. Et ce qu'on voit par avion lorsqu'on survole l'Amour, c'est un extraordinaire enchevêtrement de 1000 lits anastomosés. Et ce lit majeur est immense, et on a l'impression qu'à l'intérieur, quand on le regarde de près, il y a 1000 petits lits mineurs. Et ils sont tellement encombrés de sable, de graves, de cailloux, de rochers, qu'on se demande si ça coule ou si ça coule pas. Et puis surtout, pendant l'hiver, où telle partie est gelée, ou au printemps est gelée le matin, dégelée à midi, regelée le soir,
Et tout d'un coup, on s'aperçoit que le fleuve ne coule pas. Il ne coule pas, pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des poches d'eau qui sont arrêtées par des barrages. Et une belle question que se pose la science à un moment, c'est à quelles conditions tout se met à couler, c'est-à-dire tout se met à se fédérer. Vous voyez là qu'il y a un habit d'arlequin, de petites poches d'eau et de petits barrages, et à un certain moment, il faut bien que l'eau trouve le chemin pour passer à travers tous ces barrages. Que ces barrages soient les graves, les sables, le gel, etc. Et c'est ça, couler. Et le mot couler, d'ailleurs, est un vieux mot latin, colare, qui veut dire filtrer. Alors, il y a des inventions ici, il y a des inventions là, il y a des idées relativement fécondes, il y a des trouvailles, mais ça ne coule pas encore. Le barrage l'a emporté sur le tronc majeur. Et tout d'un coup, la totalité de ces inventions, de ces trouvailles, de ces techniques, de ces objets, de ces façons de faire, se fédèrent ensemble, et à ce moment-là, coule ce grand fleuve. Et tout démarre. Tout d'un coup, le cours majeur se précipite, et c'est ça l'histoire des sciences. Voici une nouvelle carte, le continent indien. L'intérieur d'une échoppe, un marchand de tissus qui jette en les dépliant des coupons brillants sur le sol. 1000 couleurs, 1000 motifs, 1000 fils entremêlés, tissus d'arlequin. De la soie se déroule devant nous. Vient-elle de Chine? Vient-elle d'Arabie? Vient-elle d'ici où nous sommes chez ce marchand de Bénarès? Bénarès, XIIe siècle. Le soleil se lève sur le Gange. C'est un petit problème d'arithmétique tiré de la Lilavati, littéralement la gracieuse, l'arithmétique, de Bhaskara, mathématicien indien du XIIe siècle. D'un essaim d'abeilles, 1/5 des abeilles sont venues vers une fleur de lotus et 1/3 vers une fleur de bananier. Un nombre égal à 3 fois la différence entre ces deux chiffres. Ô belle aux yeux de gazelle, à voler vers un arbre kodaga à l'écorce amère, succédanée de quinquina. Une autre enfin se balançant, erre çà et là dans les airs, attirée en même temps par le délicieux parfum du jasmin et du pandanus. Dis-moi, ô ma charmante, quel est le nombre des abeilles? Appelons X le nombre des abeilles. X égale X sur 5 plus X sur 3 plus 3X fois 1 sur 3 moins 1 sur 5 plus 1. En réduisant les fractions à un dénominateur commun, on obtient X égale 3X sur 15 plus 5X sur 15 plus 3X fois 5 sur 15 moins 3 sur 15 plus 1. X égale donc 15. Bhaskara compare sa Lilavati, sa gracieuse, son arithmétique, à une femme parée de toutes les beautés de la yati, mot qui signifie à la fois un noble lignage et aussi la réduction des fractions au dénominateur commun. L'algèbre indienne. Le soleil est plus haut dans le ciel. On distingue mieux les embarcations sur le Gange. On entend une rumeur, des prières chantées, diffusées par des haut-parleurs. Dans le ciel derrière les cerfs-volants, une statue de Shiva est apparue. Nous voyons son corps tout entier. Le corps, Tanu, la terre, la lune, sont des mots pour dire le chiffre 1. Nous voyons ses yeux, Nayana, ses bras, Bahu, ses chevilles. Yeux, bras, chevilles sont les nombres du chiffre 2. Ani, le feu, désigne le nombre 3, parce qu'il y a 3 feux rituels dans les Védas,
les textes les plus anciens de l'Inde. Sur le front de Shiva, il y a un troisième œil, légende du chiffre 3. Et pour 4 cerfs-volants, les Indiens diront l'océan, les 4 points cardinaux, et 5 pour les éléments, et 6 pour les parties du corps. Adri, la montagne, désigne le nombre 7, parce qu'il y a 7 montagnes en Inde, et 8 sera l'éléphant ou le serpent, et 9 les planètes, les 9 chiffres. Il fait nuit sur Bénarès. Les feux qui brûlent les morts s'allument sur les bords du Gange. Il n'y a pas de mot pour dire zéro en sanskrit. D'autres mots peuvent le désigner, comme ciel ou espace, ou vide ou point. C'est un point qui est tracé pour le zéro dans les plus anciennes inscriptions indiennes. Le zéro est une invention indienne. Mais quel zéro ? Il y a plusieurs zéros. Il y a l'ensemble vide, il y a le zéro de l'arithmétique, il y a le zéro qui est représenté avec le système des coordonnées, ainsi de suite. Et par conséquent, il faut toujours penser qu'une invention ne se réduit pas à un objet. Que cet objet soit un mot, un concept ou un objet construit comme la boussole. Non. Il faut qu'autour de cet objet, il y ait une théorie qui supporte cet objet, une vision du monde qui supporte cet objet. Et d'une certaine manière, lorsque nous avons reçu la boussole, lorsqu'elle s'installe dans le système occidental, c'est plus déjà le même objet, c'est plus déjà la même boussole, c'est plus déjà le même zéro. Parce qu'au cours de l'histoire, la chose change, l'observation change, les hommes changent, les sociétés changent, et d'une certaine manière, l'histoire consiste à bien comprendre que ce n'est pas le même objet. Gracieuse, œil, bras, feu, montagne, terre, lune, ciel, espace, voilà des mots, voilà des nombres, voilà de l'arithmétique, des mathématiques, de l'astronomie. Pas de chiffres, pas de graphiques dans la science indienne, mais des images littéraires, des métaphores, un jeu illimité de synonymies qui caractérise la langue sanskrite, de la poésie, dirions-nous en Occident. Les grands chiffres dans les textes sanskrits se présentent sous la forme d'un vers ou d'une strophe. Dans les Siddhanta, chez Aryabhata, le sinus et le cosinus sont mentionnés autour du 5e siècle de notre ère. Les grands nombres ou les tables trigonométriques, connues très tôt par les Indiens, ces grands nombres s'y expriment sous la forme de jeux de mots ou d'aphorismes. Chez les Indiens, les chiffres sont une légende, les mots sont des chiffres. Et le mot sutra, qui désigne au sens premier un style ou un aphorisme, il signifie aussi une règle. Quand ils ne sont pas grands, quand ils ne sont pas dans une strophe ou un vers, les chiffres indiens s'écrivent de la façon la plus simple du monde, de cette façon qu'a le monde entier de les écrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Le système décimal. Ces chiffres que nous avons vus chinois, que l'on dit arabes, sont indiens. Les Indiens disposaient de mots spécifiques pour compter jusqu'à 10 puissance 12, ou 1 million de millions. Et cela pouvait même aller jusqu'à 10 puissance 23, et même 53. Les barques du Gange, les abeilles du figuier, les cerfs-volants de papier sont des images, ce sont des légendes. Ce sont les légendes pour l'algèbre, pour la trigonométrie, pour le zéro, pour l'arithmétique. Et ce palais de Maharaja, le palais des vents, à Jaipur. Il y a là un immense escalier de pierre qui part vers le ciel. C'est un triangle rectangle, c'est un observatoire astronomique. Il y a là d'autres cadrans solaires, des sphères, des escaliers de pierre. Ajoutez 4 à 100, multiplié par 8, ajoutez encore 62 000. On a ainsi une valeur approchée, asana, de la circonférence d'un cercle dont le diamètre est de 2 myriades. Ce vers d'Aryabhata, mathématicien indien du VIe siècle,
nous livre une formulation très précise sur la valeur approchée du rapport circonférence sur diamètre 62 832 sur 20 000 égale 3,1416. Le nom mathématique du cercle, indien, grec, arabe, chinois. L'un des plus importants traités d'astronomie indienne, le Mahasiddhanta, fut traduit du sanskrit dans les années 770 à l'instigation du calife Al-Mansour. C'est vers cette époque que l'Inde fut envahie. C'est vers cette époque que le ciel indien devint un ciel arabe, et avec lui, les sciences qui l'accompagnent. Voici l'Indus qui traverse toute l'Inde. L'Inde, en vieux perse hindou, correspond au sanskrit Sindhu, l'Indus, c'est-à-dire le fleuve. Inde veut dire fleuve. Voici un triangle, rectangle. La corde transversale d'un rectangle produit par construction sur elle d'un carré ce que produisent séparément la longueur et la largeur. Nous voyons le carré se former. Nous avons vu l'hypoténuse, les deux autres côtés, l'angle droit, le théorème de Pythagore. Il disparaît derrière l'eau de l'Indus. Les Indiens ne le nomment pas théorème. Alors est-ce que c'est le théorème de Pythagore ou est-ce que ce n'est pas le théorème de Pythagore? Ce théorème-là, il est découvert parce qu'il y avait des théorèmes avant lui. Et grâce à cette découverte, il y aura des théorèmes après lui. Donc, on ne peut pas imaginer une géométrie où il n'y aurait que le théorème de Pythagore. Non, il est saisi un peu comme un bijou est saisi dans une bague, un peu comme un bateau est saisi dans le fleuve qui coule. Il est saisi dans tout un processus qui le précède et qui le suit dans sa démonstration. Par conséquent, si vous isolez le théorème de Pythagore ou un schéma, on peut reconnaître en effet une forme de ce genre. Et alors on a dit, oui, là, il est là. Mais tant qu'on n'a pas la totalité du fleuve, c'est-à-dire l'ensemble de la théorie qui porte avec le théorème de Pythagore, on peut dire aussi, non, ce n'est pas le théorème de Pythagore. C'est une autre carte, une autre légende, un autre monde. Son centre, l'Arabie, la Turquie, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Pakistan, le monde arabo-islamique. Zénith et nadir, mots arabes qui nous disent le haut et le bas du ciel, le haut et le bas du monde. Au pays des mille et une nuits, un voyageur poursuit sa route. Marco Polo. Son livre des merveilles s'ouvre à nouveau devant nous. Les Arabes, fils du désert, dont les maisons sont faites de sable et d'étoiles, les voici les grands voyageurs, les voici les marchands qui prennent tous les chemins, qui vont aux quatre vents, qui remplissent leurs sacs de trésors, ceux des pays millénaires, des pays de la soie, des pays du savoir. Les voici les routes, des sables du désert du Yémen aux tables tolédanes de l'Espagne, le Qatar, le Yémen, la Syrie, Tolède, Istanbul, Samarcande, Karachi, jusqu'aux confins de la Chine. Le voilà l'immense tamis, le voilà l'immense puzzle constitué, le voilà l'immense brassage qui nous a produits. Les Arabes, intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, les Arabes marchands d'épices, de soieries, de connaissances, grecques, indiennes, chinoises. Partons, nous allons voir.
sont dressées une à une. Et dessous, dedans, les tissus brodés, les couleurs, les motifs, les soieries, soit des Indes, soit de Chine. Le ciel est constellé d'étoiles. Akernar, de l'arabe Akerennar, le bout du fleuve, la dernière étoile du fleuve, Éridan. Bételgeuse, de l'arabe Ibn al-Jawza, l'aisselle d'Orion. Deneb, de l'arabe Denebe de Djidje, la queue de la poule, du cygne. Enif, de l'arabe Enfalfaras, le naseau de cheval, c'est-à-dire de Pégase. Fomayou, de l'arabe Fomalhout, la bouche du poisson. Rastaban, de l'arabe Rasat Touban, la tête du dragon. Altaïr, de l'arabe An-Nassar Altaïr, le vautour volant. Aldébaran, de l'arabe Aldabaran, qui suit derrière, les Pléiades. Là, au-dessus du désert, le ciel parle la langue de ces caravaniers endormis sous les larges tissus qui les séparent des étoiles. Le ciel, arabe, il y a des noms latins. Sirius, qui est la plus grosse étoile du ciel d'hiver, dans la canicule, est un nom latin. Arcturus, qui se trouve à la queue de la grande ourse, est un nom grec. Mais si vous regardez à l'aube de ce ciel d'été, Orion se lever, vous allez avoir Rigel et Bételgeuse, qui sont des noms arabes. Et par conséquent, le ciel, dans sa nomination, parle plusieurs langues. Et il métisse plusieurs langues et plusieurs cultures et plusieurs religions. Il parle latin, il parle grec, il parle arabe. Et si vous passiez dans l'hémisphère sud, il en serait de même, puisque Fomalhaut, qui est la première étoile qui apparaît à l'horizon quand on a passé l'équateur, c'est encore un nom arabe. Le ciel est métis, et le ciel est une très bonne image des sciences. C'est-à-dire, bien voilà, les langues et les cultures sont fédérées dans une même observation commune. De la même façon qu'en astronomie, les noms des étoiles sont de diverses langues, les noms des disciplines sont de diverses langues. Géométrie est grecque, algorithme ou algèbre sont arabes. Algorithme, système de l'arithmétique décimale, vient du nom d'un des plus grands mathématiciens iraniens de langue arabe, Al-Khwarizmi. C'est lui qui écrivit le premier traité d'algèbre, emprunté aux hindous, mais rendu clair et accessible. Il intitula son ouvrage Hisab al-Jabr wal-Muqabala, ce qui signifie l'art de faire que deux inconnus soient égales à une grandeur connue. Le terme algèbre vient directement d'al-Jabr, littéralement réunion de parties séparées. Il signifie aussi celui qui réduit des fractures. Nos chiffres arabes sont dits indiens chez les Arabes. 0 se dit chiffre en arabe, sifr, littéralement objet vide. Traduit en latin, il prendra le nom de vent, zéphir. Zéphiro deviendra 0. Voici une carte du monde. L'Empire byzantin va de la Grèce à l'Égypte, couvrant tout le croissant fertile, et vers l'est, l'Empire perse qui va jusqu'en Inde. Vers 630 de notre ère, un peuple parti du désert d'Arabie se met à remplir les terres, vers l'ouest jusqu'en Espagne, vers l'est jusqu'en Inde et au-delà. « 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15e siècle, 10 siècles pour les Arabes, pour le monde arabo-islamique. L'un des plus célèbres de ses traducteurs était Hunayn. Ses travaux furent à ce point appréciés que le calife lui versait une somme d'un poids équivalent à celui des livres qu'il avait traduits. Ainsi, un flot immense de traductions se mit à couler. Grec, syriaque, persan, hindou. Traduire, rassembler, brasser le savoir. C'est ce que firent les Arabes. Ils créèrent des centres d'études, académies, bibliothèques, lieux d'échange et de traduction. Ces centres s'appelaient Maisons de la Sagesse.
partir d'une traduction, une idée brille, une idée explose, une idée se développe. Et quelques siècles après, c'est nous, les Occidentaux, qui avons été saisis dans les monastères de cette même fièvre de traduction. Nous avons traduit les manuscrits arabes en latin, et tout d'un coup, nous nous sommes aperçus que dans les manuscrits arabes, il y avait à la fois des traces grecques, les éléments d'Euclide, par exemple, ou le corpus hippocratique parfois, mais aussi d'extraordinaires inventions qui appartiennent en propre à la civilisation, à la culture de langue arabe de cette époque. Le 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, à la fermeture de l'école d'Athènes par Proclus, qui était un commentateur d'Euclide, on assiste à un grand voyage de tous les savants grecs vers l'Est. On a l'impression qu'au moment de la décadence de la civilisation grecque, il y a une sorte de, comme on dit maintenant, une fuite des cerveaux. Et partant vers l'Est, ils vont vers ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient, ils vont jusqu'à Bagdad. Et là, se fait une rencontre tout à fait extraordinaire, et Bagdad est en effet un centre absolument étincelant pendant 2 siècles. Pourquoi? Parce que là se rencontrent les Grecs sur le vieux chemin de la conquête d'Alexandre, puisqu'Alexandre est déjà passé là et laisse beaucoup de traces, y compris scientifiques. Ensuite, avec les Perses, parce qu'il y a là un vieux fond de sciences perses. Et ensuite, venant de l'Est, tout l'apport de la civilisation indienne. Et tout d'un coup, à Bagdad, métissage extraordinaire entre la science grecque, la science perse et la science hindoue. Et ce métissage dure 1 siècle et demi, pas plus. Pourquoi? Parce que quelques années après, quelques dizaines d'années après, arrive le flot immense de la conquête arabe. 4e métissage, la science arabe va arriver là. Des peuples issus des Bédouins du désert, petites tribus peu importantes au début de l'hégire, a une explosion extraordinaire et va occuper tout l'ancien monde habité de l'Antiquité. Et nouvelle Ante, comme on dit, la prune d'Ante, nouveau greffon, il va y avoir tout d'un coup à Bagdad 4 sciences, la grecque, la perse, l'arabe qui vient d'arriver et l'hindou, qui vont réunir là leurs 4 confluents pour faire un fleuve gigantesque. La science, c'est un fleuve, un véritable fleuve. Si vous remontez dans les affluents, vous allez, si vous prenez la Garonne ou la Loire, pour la Garonne, vous allez remonter à un affluent des Pyrénées dans telle vallée, à un affluent qui monte dans le massif central, sur telle montagne. Et en effet, cette eau, ce flot vient bien des Pyrénées, du massif central, de telle vallée, etc. Mais elle devient scientifique dans le cours majeur, c'est-à-dire c'est le cours, c'est le flot, la science. C'est cette histoire-là qui est l'histoire des sciences. Alors on peut donner de cela des exemples, en particulier en astronomie. À Bagdad, on commence à reprendre les vieux textes sanscrits qui témoignent des observations des planètes. On reprend les vieux textes grecs qui témoignent de la même observation avec le fond perse, et tout d'un coup, les savants arabes vont refaire patiemment toutes les observations astronomiques. Et comment elles peuvent se préciser? Parce que les Indiens, qui sont de bons calculateurs, on pense qu'ils ont inventé réellement la trigonométrie, puisqu'ils utilisent le sinus de l'angle. Les Grecs l'avaient déjà presque approché. Donc à cet endroit-là, tout d'un coup, mathématiques, calcul, astronomie deviennent extraordinairement en progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a le confluent de ces 4 langues, de ces 4 cultures, de ces 4 morceaux d'histoire.
même problème est posé quelquefois pendant plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Et ce problème change selon les temps, selon les lieux, selon les angles d'attaque, quelquefois selon les langues. Et ce problème, peu à peu se transformant, est un problème complètement métis. Il porte sur lui mille et mille confluences, mille et mille influences. On peut comparer ce métissage à ce fameux manteau d'Arlequin qui est tout couturé avec des pièces de couleurs différentes et de tailles très différentes elles aussi. Et ce manteau d'Arlequin, on dirait une carte de géographie. La carte de l'Europe avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Écosse. Vous voyez comment ces pièces peuvent être apportées sur la carte de différentes couleurs. Si on fait la carte des cultures, si on fait la carte des langues, si on fait la carte des religions, si on fait la carte des usages ou des patois, on va avoir ce manteau d'Arlequin très juxtaposé. Mais dans la science, il en est différemment. Il y a bien un manteau d'Arlequin, il y a bien des personnes qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas la même culture, mais ils se fédèrent dans un langage et en s'occupant d'objets tels que le manteau d'Arlequin devient tout d'un coup la robe de Pierrot, toute blanche. C'est-à-dire toutes les couleurs se fédèrent de telle sorte que tout d'un coup, le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. L'Europe a reçu le livre de Marco Polo avec enthousiasme. Mais les lecteurs croient plus à une amusante fiction qu'à une description de la réalité. Alors que ces gens croient que des alchimistes transforment les métaux en or, que des anges peuvent danser sur la pointe d'une épingle, que des monstres cracheurs de feu avalent les bateaux qui dépassent le disque de la Terre, ces mêmes gens n'imaginent pas qu'un empereur fut assez riche pour commander 10 000 chevaux blancs ni avoir du papier-monnaie. Marco, giurimelo sui santissimi Vangeli del Salvador, che non ti sei arrivato infino al Catay e che non ti parlavo all'imperatore della China. Dimmelo, a me te me lo puoi dire. Che ti ga solo contare delle fiabe, delle fantasie, delle leggende. Oh, non le sei leggenda. No, non le sei fiabe, non le sei bugie. C'est tutto vero. Vero, verità è. Lo giuro, sul Vangeli del Salvador. Vien più vicino. Ascoltimi ben. Amico contao solo la metà di quello che ho visto. Ce voyageur merveilleux nous laisse en mourant un livre des merveilles. Un livre des merveilles si merveilleux que personne ne le croit. Et en mourant, il dit « Je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vu ». Ce livre des merveilles, c'est la science. La science, c'est le livre des merveilles. Mais il y a une autre merveille aujourd'hui qui vient de prendre date depuis quelques décennies et dans laquelle nous lisons tous les jours aujourd'hui. C'est cette espèce d'immense réseau de communication qui couvre la planète et qui fait que nous pouvons nous connecter à n'importe quelle bibliothèque et à n'importe quel serveur du monde entier. Et du coup, nous pouvons lire tous les livres. Nous avons chez nous le livre des merveilles, qui est le livre de tous les livres, qui est précisément cette connexion en temps réel que nous pouvons avoir avec la totalité des informations déposées dans divers centres. Et ce livre-là, nous pouvons le lire pourquoi? Eh bien parce que peut-être nous sommes arrivés à la fin des voyages. Autrefois, il fallait prendre son bâton de pèlerin et aller vers les centres du savoir. Il fallait que j'aille à Paris, qu'un autre aille à Stanford, qu'un autre, bien autrefois, aille à Pékin, Samarcande, Bagdad ou le Caire. Tandis que maintenant,
le savoir vient à nous. Nous allions vers le savoir vient à nous. Et ça, c'est un voyage tout différent de tous les voyages dont nous avons raconté l'histoire. C'est pas l'homme qui se déplace, c'est le savoir qui se déplace vers l'homme. Et c'est maintenant une nouvelle manière de dire que tout apprentissage est un métissage, que toute pédagogie est un voyage, mais maintenant un nouveau voyage, que toute information est une rencontre, mais maintenant une nouvelle rencontre, que toute connaissance vient de l'autre, et que donc tout savoir devrait ressembler à l'amour.